Europe. La revue de presse avec Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Maxime, bonjour Ombline, bonjour à tous. Ce matin, dans les kiosques, il y aura un magazine en moins, celui dont vous nous parliez hier, l'hebdomadaire Vraiment. Et oui, après 8 numéros, il faut bien prendre acte de la situation. C'est Julien Mendez, l'éditeur de Vraiment, qui le dit au Figaro. On ne peut plus mener ce projet comme nous l'avions prévu. Et effectivement, ce qui était prévu, c'était de vendre 40 000 exemplaires par semaine, là où il stagne à 5 000 actuellement. Comme le résume le Figaro, Vraiment n'a pas trouvé son public et pourtant c'est pas faute d'avoir proposé des articles de qualité. Je vous parlais hier du sujet sur l'art de la conversation, mais dans le dernier numéro on trouve aussi cette interview croisée à Bordeaux sur la mémoire occultée de l'esclavage, conversation entre la lointaine descendante d'un négrier et un militant de la mémoire retrouvée. On y parle d'éducation, de transmission de notre histoire, du rôle de la puissance publique pour enseigner et organiser le vivre ensemble en ce 10 mai, journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Vraiment est la seule publication, à part Presse Océan, à aborder le sujet. Mais voilà, la formule proposée par le magazine n'a pas pris, trop mesurée, trop neutre peut-être, ou en tout cas pas assez polémique, pas assez tape à l'œil par rapport à ce qu'on peut trouver dans les kiosques cette semaine par exemple. L'Obs fait sa une avec cette question provoque: Bible et Coran, faut-il les réécrire? Marianne en propose une autre avec une photo d'Emmanuel Macron. Pourquoi il aime les très riches? Effectivement, ça interpelle un petit peu plus, comme ce portrait en couverture de Technicart, Marion Cotillard qui essuie le coin de sa bouche entrouverte avec son pouce, ou Isabelle Adjani et sa cuisse gauche relevée en une de Match, ou Kate Blanchett que l'on devine nue en couverture de Télérama. Je dis devine parce que on ne voit que son buste, donc peut-être qu'en fait elle est habillée, mais enfin toujours est-il que Javier Bardem, Roman Polanski ou Vincent Lindon n'ont curieusement pas fait des unes comme ça pour nous parler du Festival de Cannes. Patience, peut-être patience. Moins suggestif, Marion. Le Point fait sa couverture cette semaine sur le cerveau. Encore, j'ai envie de vous dire, puisqu'on avait déjà eu en novembre que faut-il apprendre, et en janvier comment muscler sa mémoire. Cette fois c'est comment apprendre vite et mieux, et on s'intéresse surtout au cerveau des jeunes. Alors je vous lis quelques conseils. D'abord, jouer en particulier à des jeux de société comme La Bonne Paye, nous dit Le Point, qui aide à compter. Voilà, autre suggestion, apprendre par cœur des poèmes ou des chansons, bien nourrir son cerveau, autrement dit manger des légumes verts, apprendre une langue étrangère, maîtriser un instrument de musique ou encore dormir. Tout ça, c'est donc dans le Point, pardon. Allez-y Marion, allez-y, reprenez votre souffle. Le journal Le Particulier Santé ajoute un autre conseil: pratiquer une activité physique. D'après le magazine, faire du sport tout au long de la vie diminuerait de 33% les risques de démence. Enfin, pour compléter cette pelletée de conseils, vous pouvez lire le dernier numéro de la revue Sciences Humaines sur l'intelligence de l'enfant, notamment cet article au titre volontairement provocateur: comment rendre un enfant stupide, où l'on aborde le phénomène de surprotection des enfants, parce que ce qui est fondamental pour le développement de l'intelligence, c'est l'action, explique Josette Serre, ingénieure au CNRS. Or, nos enfants bougent de moins en moins, on veut protéger, empêcher qu'ils se fassent mal, on leur demande de ne pas remuer, autrement dit, on leur donne moins d'opportunités d'expérimenter et d'explorer. Autre mauvais pli parental, vouloir épargner toute difficulté à l'enfant, résoudre les problèmes à sa place. Pourtant, c'est aussi en se heurtant à des difficultés que l'on apprend. Un article passionnant qui retourne 2 ou 3 idées reçues sur la question de savoir comment aider son enfant, à lire donc dans la revue Sciences Humaines. Et puis du côté des quotidiens cette fois, 2 titres à la une ce matin: le traité sur le nucléaire iranien et la mort de Naomi. Oui, d'abord l'Iran et Donald Trump en une de Libération et Le Figaro, qui ont tous les deux été pris de court par les événements de la nuit intervenus après leur bouclage. Ils analysent l'enjeu de la crise pour les Européens, et puis l'autre sujet brûlant, le décès de Naomi, qu'on retrouve très largement en une de la presse régionale. L'indignation pour le Républicain lorrain, le choc pour les dernières nouvelles d'Alsace. On l'a laissé mourir, titre le Courrier Picard. Et puis le bien public a interrogé le responsable du SAMU à Dijon, qui met en avant la démultiplication des appels, 730 en moyenne par jour. Et une activité qui a augmenté de 25% en 5 ans, sachant, dit-il, que certains patients sont compliqués à gérer. Ils appellent jusqu'à 50 fois par jour. De quoi faire bondir Patrice Chabanet dans l'édito du Journal de la Haute-Marne. Rien ne peut excuser la bassesse, la cruauté et l'incompétence des opératrices dans leur ultime dialogue avec Naomi. Rien ne peut l'excuser, ni le stress, ni la charge de travail. Bien sûr, en tirant le fil des explications, on parvient vite à la situation tendue que connaissent les hôpitaux
hôpitaux, dit-il, mais ça ne pourra jamais justifier une initiative personnelle ignoble. On ne pouvait pas mieux dire. Je vous laisse le temps de reprendre peut-être une petite gorgée. On va poursuivre cette revue de presse avec vous, Marion Lagardère. On en parlait tout à l'heure avec Hélène Jouan dans les Figures Libres. Cet entretien en une du Monde avec Daniel Cordier, 97 ans, et figure de la France libre. Oui, il raconte sur 2 pages ce que le journaliste Thomas Wider décrit comme son destin singulier dans un siècle de tumulte. Il y a son enfance à Bordeaux dans une famille d'extrême droite où l'on admire Maurras et où lui-même, adolescent, vend dans la rue la revue royaliste L'Action française. Ce 19 juin 40 où il prend connaissance de l'appel de Gaulle et file à Londres parce que la défaite lui était insupportable. Il y a aussi son parachutage en France en 42 avec pour mission de contacter un certain Rex à Lyon, Jean Moulin, dont il sera le secrétaire pendant 1 an. Une guerre qui l'a transformé parce que non seulement j'étais royaliste, dit-il, mais j'étais aussi férocement antisémite. Et vous savez, il y a des choses qui vous marquent à vie. C'était à Paris en 43 sur les Champs-Élysées. J'ai croisé un homme et son enfant bien habillés remontant vers l'Arc de Triomphe. Ils avaient le mot juif et l'étoile jaune cousue sur leur veste. En vous le racontant aujourd'hui, j'ai envie de pleurer tellement ça a été un choc, dit-il au Monde. Tout à coup, je me suis dit, mais pourquoi ? Je ne sais pas comment vous dire, mais ça a brisé d'un coup mon antisémitisme. C'était abominable. Daniel Cordier, qui ne comprend pas le retour en Europe de l'antisémitisme. Après la guerre, dit-il, nous pensions que c'était fini, que ça ne reviendrait jamais plus. Pourtant, malgré cela, vous restez optimiste ? Lui demande Thomas Wider. Oui, conclut Daniel Cordier, il faut rester optimiste. L'histoire des hommes, ça va, ça vient. Mais ce qui est sûr, c'est que même quand tout paraît bouché, il peut rester un espoir. C'est-à-dire, dans le monde, c'est ni polémique, ni tape à l'œil, mais ça donne assurément de quoi muscler son cerveau et sa mémoire. Comme la revue de presse. Merci beaucoup, Marion Lagardère. Europe 1.